Salut les devins, c'est Saikyo. Parlons-nous aujourd'hui de Boruto to Blue Vortex, l'ellipse de Boruto, avec une idée qui m'a été insufflée à la base par Ryuki TP 3056 que je salue et que je remercie, complétée quelque peu par Josh 7244 que je remercie également, idée auquel je vais venir y greffer les miennes, venir développer par-dessus et pourquoi pas même extrapoler, mais cela me semble pertinent dans le contexte actuel. Ce contexte bien précis, si l'on se recentre et se recadre sur le cas de Code, à propos duquel nous avons encore peu discuté sur la chaîne, c'est celui d'un ennemi a priori principal, qui peine énormément factuellement à assumer ce rôle. Ce décalage-là, on le voit tous, on le constate tous, la semelle qu'il s'est pris en pleine bouche de la part de Boruto en atteste d'ailleurs. Et cela est très probablement voulu, ce n'est pas une tare d'écriture, au contraire c'est un procédé sur lequel Masashi Kishimoto, l'auteur, appuie pour nous mener quelque part. Même si cela peut être frustrant, c'est un point que j'apprécie beaucoup. C'est l'un des quelques éléments en cette ouverture d'ellipse et qui commençait déjà à s'affirmer au préalable, chapitre 80 précédent, qui se démarque du reste, qui est non conventionnel. Ça j'apprécie beaucoup, il y a une prise de risque qui l'accompagne. On est loin, même s'il reste mon méchant préféré de l'œuvre et de nombreuses œuvres d'ailleurs, du carcan habituel, du grand méchant à la Orochimaru surpuissant ou puissant, en tout cas pendant un très long moment dans l'œuvre. Et donc au sein de cette dernière, Code va devoir faire face à ce manque de puissance, à ce manque de compétences. Dès que son limiteur a été levé, Daemon lui a roulé dessus, et là, lorsqu'il envahit de nouveau Konoha, il n'a pas l'air de pouvoir bien faire long feu, alors que pourtant, ce même Code prétendait qu'il y a 2 ans, Boruto avait fui face à lui. Donc quelque chose a changé en Boruto pour qu'il puisse clairement l'anéantir. En tout cas, que Code fut victorieux il y a 2 ans ne lui servira à rien. Et je vais venir compléter tout cela avec ma dernière vidéo en date sur Boruto, dans laquelle j'avais fait un gros arrêt sur image concernant Jubi, la menace qu'il représente et qu'il va représenter des propres mots de Boruto. Ça sort de sa propre bouche, il considère que Code n'en sait pas assez sur ce dernier, qu'il est loin de la réalité, que pour le moment Code a plus ou moins la maîtrise sur Jubi, mais que c'est déjà en train de déraper avec les modifications sur les salissures de griffes qui sont au final des clones de Jubi, et que tôt ou tard, c'est le démon à Dike qui prendra le dessus sur Code, qui contrôlera la situation, et là, ce sera perdu, ce sera pire que tout. Il y avait quasiment un aspect prophétique dans les paroles de Boruto qui nous rappelle les capacités de Momoshiki. On avait également discuté dans cette même vidéo du fait que Boruto ait pu directement récupérer ses capacités de la part de l'Otsutsuki qui est enfoui en lui. Le lien de cette vidéo, si elle peut vous intéresser, se trouve évidemment en description, en commentaire épinglé et tout ce qui va bien, ce qui nous permet de constituer un double postulat. Code est le méchant a priori principal, mais il est bien trop faible pour assumer ce rôle comparativement à ce que Boruto est capable de développer, parce que Code reste quand même très dangereux. Selon les estimations d'Amado, Code était déjà en état de pouvoir surpasser un Sasuke ou un Naruto. Évidemment, au sein de nous les fans, il y a débat, mais au sein de l'œuvre, l'idée a été assumée par ce personnage-là. C'est peut-être une retranscription, un message de la part de l'auteur. Oui, le niveau de Code est très élevé, très élevé dans l'œuvre, mais pas assez, vraiment pas assez. C'est d'ailleurs pour cela qu'il s'est armé de Jubi. Et en parlant de celui-ci, le double postulat est que Jubi va progressivement prendre le dessus sur Code, progressivement, voire même soudainement, se révéler et plonger le monde dans une catastrophe absolument indéfinie. Là est le cœur du sujet pour Boruto, et dans cette histoire, même au sein du triptyque Boruto, Kawaki, Code, celui qui semble le plus dans le pétrin actuellement, c'est Code, c'est lui-même. Étrangement, paradoxalement, et c'est pour cela que c'est non conventionnel et que j'apprécie l'idée, c'est lui qui est le plus dans la mouise. Alors comment pourrait-il s'en sortir, ou en tout cas espérer s'en sortir, parce qu'il me semble que cette semi-prophétie de Boruto va se réaliser. Lorsque l'on constate ce qui se passe au premier chapitre et premier épisode de Boruto, qui va encore plus loin que l'état actuel de l'ellipse, Konoha est complètement détruite. Il en est peut-être de même du reste du monde ninja. Boruto se considère comme l'un, voire le dernier ninja de ce monde. Il me semble qu'en l'état, cette catastrophe ne peut pas provenir directement de la part de Code, et en l'état, pas encore de Jubi. Mais il me semble que le seul en matière est capable de réaliser un tel cataclysme, c'est bel et bien le démon à Dike. C'est alors qu'en se basant sur le chapitre 2 de To Blue Vortex, on se rend compte également que Boruto est extrêmement insistant pour être mené, dirigé directement là où se trouve le Jubi. Non pas les salissures de griffes, mais plutôt le cœur du Jubi, la base, en somme sa dimension déjà explorée par Sasuke dans le passé. Boruto est même prêt à épargner tout juste la vie de Code si il réalise cela. Ça prouve à quel point Code n'est pas tant que ça une menace aux yeux de Boruto. C'est réellement le Jubi qu'il faut viser
et c'est le Jubi qui menace le monde ninja. Si cela continue ainsi, Code va se prendre la raclée du siècle. Il y a Boruto, il y a Kawaki, il y a tout le village qui vont réellement l'aplatir. Il faut qu'il s'en sorte. Dans ce genre de situation, Code nous a toujours montré la même réaction. Prendre un otage et s'échapper avec ses capacités de déplacement assez particulières via les griffes. C'est là également qu'intervient la théorie de mon abonné Ryuki. Je parle de triptyque, mais en réalité il y a un quatrième personnage qui se trouve tout proche de cette situation de crise à Konoha. C'est Sarada. Même si elle vient d'éveiller son Mangekyou Sharingan et qu'elle s'habille comme Dracula, elle sert pas à grand chose malheureusement, mon grand désarroi dans cette bataille, et elle pourrait être un atout majeur si elle venait à être capturée, si elle venait à prendre le rôle d'otage dans le scénario. Elle a l'air nettement moins forte que Boruto ou Kawaki, elle a l'air également impuissante face à Code, et pourrait donc finir en tant qu'otage. Ça a déjà été le cas par le passé, Code s'en est déjà sorti de cette manière-là, les bassesses, ça le connaît. Pour être moins mis en danger, pour se rapprocher du Jubi et de son armée complète, il pourrait donc récupérer Sarada, la capturer, partir dans sa dimension, donner quelques indices à Boruto et Kawaki pour aller dans cette dernière. Il est très probable que les deux s'entendraient de fait pour mettre leur grief de côté quelques instants, le temps de s'occuper de Code. Aucun des deux n'a y gagné à la mort de Sarada. Vraiment aucun. Kawaki doit assumer son faux rôle et Boruto doit sauver sa meilleure amie qui est également la fille de son sensei. Sensei qui par ailleurs pourrait se déplacer dans cette dimension-là lorsqu'il revient de plus, de surcroît, à sauver sa progéniture. Pour éviter de complexifier le récit, on ne va pas ajouter Sasuke à cette équation pour le moment, mais une fois rendu dans la situation du Jubi, la bataille serait nettement plus équilibrée pour Code. Son armée serait complète, le Jubi pour le moment lui répondrait au dos et à l'œil, il n'y aurait aucune intervention de la part de Konoha, Sarada serait neutralisée, et si elle est prise en otage en bonne et due forme, il serait alors impossible de s'en prendre vraiment à Code. En tout cas, il serait impossible de le tuer, vu qu'il aurait eu l'intelligence de mettre en place un dispositif qui fait de sorte à ce qu'il soit le seul en capacité de libérer Sarada, que cela soit via ses propres pouvoirs de griffe par exemple, via le Jubi ou autre, mais quelque chose qui fait que même si on le tuait, aussi glorieuse soit-elle, l'association Boruto, Kawaki, Sasuke n'arriverait pas à libérer Sarada. Il faudrait donc compter sur Code, quoi qu'il arrive. C'est alors, et c'est là où je vais extrapoler, que soudainement, lorsque Code reprend l'avantage, la prophétie de Boruto pourrait se réaliser. Que veut le Jubi? Il veut dévorer un Otsutsuki. On vient de lui en apporter deux. Celui-ci n'apprécie sûrement pas d'être traité comme un animal de compagnie ou un esclave par Code, mais il est bien obligé pour le moment. À la moindre occasion de dévorer un Otsutsuki ou de récupérer ses pouvoirs, il ne lésinera pas sur la tâche. Alors est-ce que Boruto ou Kawaki va se faire dévorer, absorber, récupérer ses pouvoirs d'une manière peut-être novatrice dans l'œuvre par le Jubi? Cela reste à décrire. Le Jubi est quelque chose de très évolutif, on le voit d'ailleurs avec ses salissures de griffes qui ne sont pas comme les clones de Jubi à l'époque avec Obito et Madara. On voit que certaines salissures de griffes activent un Rinnegan lorsqu'il le faut, peuvent être dotées de paroles simples, bref. Beaucoup de changements peuvent être opérés. Pourquoi est-ce que j'ai du mal à admettre le fait que Boruto ou Kawaki puissent être purement dévorés? Parce qu'ils sont là, en premier épisode et premier chapitre. Alors soit l'un des deux est dévoré, donne des pouvoirs ultimes au Jubi, qui va fracasser le monde ninja, la planète Terre et tout ce qui va avec, tel qu'on le voit en premier chapitre, puis l'un des deux rescapés, Boruto Kawaki, va libérer l'autre pour ensuite mener à la délivrance du monde qui sera totalement en ruine et aboutir à leur affrontement final, car il le faudra, comme Naruto et Sasuke à la fin de Shippuden, ou alors il y aura un moyen plus moderne, plus actualisé, plus sournois également de la part de Jubi, pour récolter les pouvoirs soit de Kawaki ou de Boruto, peut-être même des deux, sans avoir à les consommer directement physiquement, comme un transfert d'énergie, un transfert de chakra. Le Jubi qui parviendrait à ses fins en mode Wi-Fi 6, semer le chaos en faisant pousser son arbre démentiel. En parlant d'arbre, je pense également que nous avons eu un énorme indice dans le chapitre, qui vient étayer et appuyer tout ce que je viens de dérouler comme scénario. Le chapitre numéro 2 de To Blue Vortex s'appelle l'arbre. Déjà, on ne peut pas faire plus éloquent. Mais de plus, avez-vous été, tout comme moi, assez choqué et curieux de la manière dont certains ninjas de seconde zone sont capturés, absorbés par les salissures de griffes. Vers les 2/3 du chapitre, il y a Soegi qui va tenter de sauver Sarada. Il se fait littéralement croquer par une salissure de griffes et on voit qu'un arbre se met à pousser et à absorber carrément le ninja de Konoha. Et l'on voit que ce procédé va se répéter. La thématique de l'arbre est donc centrale et l'arbre unique du Jubi semble pouvoir être reproduit. Et je suis de plus en plus convaincu que des modifications aient pu lui être apportées, dans le sens où il pourrait être répété à de micros occasions sur des petits ennemis. Je pense également que l'on peut connecter cela avec le lore de Naruto et Naruto Shippuden, avec le cas des Zetsu qui pouvaient comme germer, voire presque ressembler à des arbres, lorsqu'ils étaient en contact et réagissaient à certains chakras, dont notamment celui que Naruto pouvait
et maître, on s'en rappelle durant les débuts de la 4ème grande guerre ninja, dans le sens où le Jubi n'aurait peut-être plus réellement besoin de dévorer un Otsutsuki, mais peut-être simplement de le croquer pour former un arbre, et que ce qui s'est réalisé ici sur Soegi pourrait arriver à Boruto Kawaki dans la dimension de Jubi, lui transmettant immédiatement toutes les ressources et pouvoirs Otsutsuki dont il a besoin pour se développer pleinement. Je pense qu'il faut s'y attendre, c'est un nouveau monde, il avait déjà été instauré par la première série Boruto, là on a clairement mis les 2 pieds dedans, et voir quelque chose d'ancestral tel que le Jubi évoluer avec son monde de par la force des choses et des personnages qui tentent de le manipuler, qui eux sont à la pointe de l'évolution telle que Code, ne me paraît absolument pas anormal, bien au contraire, ça me semble suivre la logique des choses et de l'histoire. Le tout reconnectant avec la prophétie de Boruto, la prise de pouvoir et de contrôle de Jubi, et avec le premier chapitre et premier épisode de l'œuvre, au moment où tout est détruit, désertique, chaotique, laissant place au combat, au sommet entre Kawaki et Boruto, probablement même la confrontation finale de l'œuvre après que Code et le Jubi aient pu être très difficilement défaits. Mes très chers devins, cela met un terme à cette vidéo. J'espère pouvoir vous retrouver nombreux en zone commentaire. Je serai là pour vous lire tous, vous répondre un maximum qu'il m'est possible, m'appuyer sur vos idées telles que je l'ai fait aujourd'hui. Si cela me paraît pertinent, si cela peut vous intéresser, sachez que vous serez accueillis avec ouverture d'esprit en zone commentaire. J'espère aussi pouvoir compter sur vous concernant les pouces bleus qui m'aident énormément sur ma chaîne YouTube. Également à vous abonner et activer la fameuse cloche des notifications pour ne rien rater. Merci pour toute votre force, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.